Hello, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera enfin mon bilan lecture du mois de janvier. J'ai mis du temps à vous le sortir puisque j'ai été malade ces dernières semaines et que je n'arrivais pas à trouver la voix nécessaire pour tourner cette vidéo. C'est enfin le cas. Bon, il va y avoir des petites coupures par-ci par-là, m'en voulez pas, parce que je tousse encore. Mais au moins je peux enfin vous le faire. Et en plus c'était un sacré mois de lecture, j'étais contente là pour mon premier mois de retour en France par rapport à toute la lecture, etc. Donc vraiment je voulais vous en parler parce que j'ai fait des très bonnes découvertes et bref, donc j'avais très hâte de vous en parler sur cette chaîne. Sauf que je n'y arrivais pas, donc on va enfin pouvoir s'y coller. Et puis j'espère que ça vous plaira. Alors du coup il y a peu j'ai fait l'acquisition d'un fichier Excel sur Etsy, d'une créatrice qui faisait des reading trackers sur l'application Sheets sur Google et que je trouve génial. Si j'y pense, j'essaierai de vous mettre en barre d'infos. Mais vraiment, c'est tellement intuitif et moi, j'arrive pas à tenir en fait les reading journals en papier. Je sais pas, j'ai pas la foi, j'ai pas assez. Je suis pas assez créative, j'ai pas assez d'imagination, j'arrive pas. Donc du coup je me suis dit que sur l'ordinateur ce serait peut-être mieux. Donc on va voir, pour le moment je m'y tiens. Je l'ai bien rempli parce qu'il y a beaucoup de catégories. Que ce soit sur les reading goals, les livres qu'on aimerait lire cette année, donc tout ce qui est statistique, etc. Vous le mettez et vous avez juste à remplir certaines parties pour en plus avoir de meilleures statistiques. Donc maintenant dans chaque nouvelle vidéo bilan lecture du mois, je pourrais vous faire une partie statistique en début du mois. Ce que j'adore, je sais pas, je trouve ça trop intéressant de voir toutes ces parties statistiques. Il y a également on peut choisir, vous savez, quelle lecture on a préféré par rapport à quelle lecture. Donc pour qu'à la fin ça vous fasse un tracker avec votre meilleure lecture de l'année. Mais tout ça c'est automatique. Il y a votre palle du mois, les 25 livres que vous voulez lire dans l'année, vos habitudes de lecture. Donc si vous cochez si vous avez lu chaque jour ou pas. Également les achats que vous avez fait. Un tracker également pour tout ce qui est service de presse. Donc je trouve ça hyper intéressant parce qu'au moins ça permet de ne pas oublier. Et aussi un tracker pour toutes vos sagas. Donc moi quoi qu'il arrive je le garde en papier parce que j'aime bien ça, cocher, etc. Pour le coup, pour les sagas en cours, j'adore parce que je vois à quel point j'ai bien avancé dans tout ça, donc ça me fait plaisir juste d'avoir cette sensation de cocher, voilà. Mais je le fais également sur celui-ci. Et puis si vous avez des readathons, ce genre de choses, des 12 livres que vous voulez lire, les sorties que vous attendez le plus dans le mois. Bref, il y a beaucoup de choses différentes dessus et c'est ce que j'adore. Et du coup, je voulais vous faire un peu toute la partie statistique pour ce mois de janvier. Alors, j'ai regroupé maintenant à la fois les romans et les romans graphiques. Comme ça, au moins, ça me fait vraiment une grosse vue d'ensemble. Et puis, quoi qu'il arrive, la BD, les webtoons, etc., ça reste de la lecture. Donc, il faut que j'arrête de les mettre à part. Parce que quand je fais un bilan lecture, vous savez, le bilan lecture de base Goodreads, à la fin de l'année, en fait, il est pas bon parce que j'avais lu, par exemple, une année, j'avais lu énormément de BD. Parce que j'en avais reçu pas mal un service de presse et je les avais pas comptés, alors que c'est un peu débile parce que ça reste de la lecture. Donc, du coup, pour le mois de janvier, ça me fait 8 livres lus, avec un total de 2629 pages et une note en moyenne de 3,9 sur 5. Donc franchement, je suis vraiment très contente. J'ai commencé quand même 3 séries, et voilà un peu pour la partie statistique. En gros, en gros on va dire, parce que là je vais rentrer un peu plus dans les détails. Donc du coup pour le mois de janvier, mon genre le plus lu, attention, suspense, la fantasy. La fantasy avec 5 livres sur 8. Le format c'était... mais ça joue de peu. C'était c'est le roman, le format roman que j'ai le plus lu, mais qui est suivi de la novella. Et des nouvelles, et ça pourtant c'est vraiment une grosse surprise parce que j'en ai pas lu tant que ça les autres années, et je sais pas, cette année, en début d'année, dès le mois de janvier j'en ai déjà lu 3, donc c'est très chouette. Et puis après suivi du roman graphique. Ensuite pour les auteurs que j'ai lus, il y a 5 auteurs qui étaient des nouveaux auteurs pour moi, c'était la première fois que je lisais, et 3 que j'avais déjà lus avant.
Après pour quel format, donc je les ai lus à 100% en format papier, donc je les avais tous. Vous savez, c'est si vous les avez lus en e-book, en audio, en papier, en physique, etc. Donc moi je les ai lus à 100% en physique. Ensuite pour le type de publication, c'est si c'est de l'auto-édition, enfin du coup indépendant ou voilà, publié chez une maison d'édition. Moi c'est à 100% chez une maison d'édition. D'où est-ce qu'ils viennent? Donc je les ai tous achetés, en fait ils viennent, non, pas tous. Je dis n'importe quoi. Il y en a 5, donc il y a 5 qui viennent de ma palle, mais que j'ai acheté en librairie. Et il y en a 2 qui étaient des SP et un c'était un cadeau. En fonction du public visé, donc il y en a 6, donc il y a 75% où j'ai lu c'était de l'adulte contre 15%, 25%, donc il y en avait 2 où j'ai lu c'était du young adulte. En ce qui concerne si ce sont des sagas ou des stand-alone, donc il y en a 5 qui faisaient partie d'une série et 3 qui étaient des stand-alone. Donc bon, bah, vous l'avez vu, j'ai quand même commencé 3 sagas. Donc on va voir parce que, sans trop spoiler, le mois de février c'est le pire de tous. Ouais, ma première résolution c'était d'avancer dans mes sagas, nanana. N'importe quoi. Et puis après pour il y a l'année de publication, c'est par exemple moi le plus que j'ai lu cette année c'est ceux qui sont sortis en 2024, des livres qui sont sortis en 2024. Donc c'est que de la fiction à 100%. Et pour les auteurs également que j'ai lus, je peux vous dire qu'il y en a 4 qui sont des auteurs américains. Après il y en avait un de Corée du Sud, un d'Afrique du Sud, un d'Italie et un de France. Donc voilà, j'ai pas lu beaucoup de français, mais j'ai pas lu que les américains non plus, donc bon, on va dire que c'est une bonne chose. Donc voilà un peu pour les stats, les gros stats. J'espère que dites-moi si ça vous intéresse et si c'est quelque chose que vous aimez voir un peu dans les bilans lecture. Moi encore une fois, comme je vous le disais, c'est vraiment quelque chose que j'aime retrouver dans tout ça. Donc voilà, et maintenant on peut rentrer dans ce qui vous intéresse réellement, c'est-à-dire mes avis lecture du mois de janvier. Donc on va commencer tout de suite parce qu'il y en a quand même pas mal comme je vous l'avais dit. On va commencer avec une très grosse déception. J'ai lu Spectacular de Stéphanie Garber, qui est une nouvelle qui se passe après la première trilogie de Caraval. Donc ça c'était un cadeau de Lauralie pour mon anniversaire de l'année dernière. J'étais trop contente parce que je l'attendais absolument. Vous le savez, Caraval, moi c'est une saga qui a vraiment beaucoup compté dans ma vie de lectrice. Là quand je commençais à découvrir la fantasy, parce que c'était l'une de mes sagas préférées. D'autant plus après quand j'ai découvert Once Upon a Broken Heart. Bref, c'était absolument génial. Sauf que bah là j'ai pas du tout accroché au personnage qu'on suivait, parce que du coup on suit les deux sœurs dans cette nouvelle qui fait un peu plus de 200 pages, quelque chose comme ça, je sais plus exactement, qui est illustrée. Donc c'est vraiment ce qui apporte un énorme plus et ce qui fait remonter le niveau de ce livre, parce que clairement l'histoire en elle-même, j'ai été tellement déçue. On se focus plus sur le personnage de Donatella que de Scarlett. Et si de base Donatella c'était le personnage que je préférais dans la trilogie Caraval, même si ça peut être un peu une unpopular opinion parce qu'elle peut être très chiante, là c'est vraiment Scarlett, la présence de Scarlett qui a fait remonter le tout, parce que Donatella est insupportable dans cette nouvelle. Je l'ai pas du tout supportée. On avait l'impression qu'elle était retournée dans le personnage qu'on avait appris à connaître au tout début de la trilogie Caraval. Donc hyper égoïste, hyper frivole, qui a pas confiance en les autres, enfin qui fait des choses débiles. J'ai pas du tout accroché à ce retournement de situation. En plus, sans trop vous en dire parce que ça vous spoil après la trilogie, mais il se passe quelque chose avec quelqu'un d'autre. Et pour, on va dire, renouer et refaire vivre une flamme, l'autrice elle a créé un scénario mais complètement débile, qui va pas du tout avec les valeurs de ce monde, je trouve, et les valeurs que prônait ce couple en particulier. Et j'ai pas du tout apprécié, vraiment. N'hésitez pas à me dire vous si vous l'avez lu et ce que vous en avez pensé, mais je trouve que ça allait pas du tout avec l'univers en soi. Je sais pas ce qu'elle a voulu faire, j'ai l'impression qu'elle s'est mise dans un trip de dark romance à un moment donné, j'en sais rien, mais j'ai pas compris. Je trouvais que ça, enfin vraiment ça a fait juste...
je sais pas, en fait il y a des histoires, vous savez il y a des auteurs qui sortent des histoires parce que bah ils voient que ça fait plaisir à aller aux fans, etc. Donc forcément, bah par exemple Sorcery of Thorn, qui avait Margaret Rogerson qui avait sorti une nouvelle, bah pourquoi pas, c'était dans la continuité de ce qu'on connaissait déjà, c'était mignon, etc. Mais c'est vrai qu'il faut avoir en tête, ça reste du fan service. Après si vous êtes fan de cet univers, ça ne peut que vous faire plaisir. Là, pour Spectacular, j'ai trouvé que c'était vraiment l'histoire de trop, qui ne servait absolument à rien, sauf à décrédibiliser l'univers qui avait déjà été créé. Donc vraiment, j'ai été hyper déçue et c'est vraiment pas quelque chose que je vous recommande, sauf si vous voulez l'avoir pour la collection, parce que c'est un très très bel objet livre, mais sinon, passez votre chemin. Ensuite, j'ai lu, là c'était un des services de presse du mois, j'ai vu Snow Globe de So Young Park, donc, qui a été publié aux éditions Nathan. Donc j'avais très très hâte de découvrir ce livre parce qu'en fait on nous le vendait comme de la dystopie qui ressemblait à Snowpiercer. De Snowpiercer, je sais plus. Même carrément Hunger Games rencontre Squid Game. Alors Squid Game je l'ai pas vu mais bon, j'en ai assez entendu parler. Et j'ai passé un bon moment, donc c'est du young adulte, c'est le premier tome d'une duologie. En gros, on va être sur notre monde, alors je sais plus combien de temps plus tard, sauf qu'il y a eu bien sûr des événements climatiques qui ont changé, qui ont bouleversé la face du monde. Et maintenant, la température, on va dire moyenne dans lequel ça se passe l'histoire, c'est environ du moins 40. Donc il fait tout le temps extrêmement froid. Il y a une partie du monde du coup qui vit dans une espèce de dôme qu'on appelle du coup le Snow Globe, où en fait si tu acceptes de rentrer dans ce dôme, tu deviens un acteur. Donc ta vie devient un film, devient une série. Et en fait, c'est les gens qui sont en dehors de ce globe qui peuvent assister H24 à tout ce qui se passe dans ta vie. Et donc tu donnes ta vie pour les écrans en fait tout simplement. Et donc c'est une des raisons qui fait que tu peux rester. Donc oui, t'as un peu la vie parfaite, la vie idyllique dont tout le monde parle, mais finalement c'est pas si parfait que ça puisque tu n'as absolument plus aucune intimité. Et puis il se passe des trucs particulièrement étranges sous ce dôme. C'est là où on voit que tous les réalisateurs cherchent à faire de plus en plus de buzz pour pouvoir rester le plus longtemps possible sous ce dôme et faire de plus en plus de vues et pour que leur série puisse percer dans le temps. Donc voilà. Et nous on va suivre notre protagoniste qui vit en dehors du dôme. En fait du coup elle travaille pour créer de l'électricité pour ce dôme et pour que la vie puisse continuer. Et en fait un jour elle va tomber du coup sur cette fameuse actrice qui a été qui est devenue une paria complètement. Les gens l'évitent, elle est vraiment devenue la peste parce que ils ont peur qu'elle lui porte malheur et ils ont peur qu'elle se mette à complètement péter un câble et tuer tout le monde. Et en fait elle va, grâce à cette personne, elle va se rendre compte que finalement si on nous cache peut-être des choses, et elle va rentrer dans Snow Globe parce qu'il y a des gens qui vont venir la chercher parce que en fait elle ressemblerait à une actrice qui jouait dans une des séries dans Snow Globe qui est hyper connue, et du coup ils ont besoin d'elle pour en gros pour reprendre son rôle, voilà, sans trop en dire. Elle se pose pas tant de questions parce que ça a toujours été son rêve et que elle sait qu'une fois qu'elle sera dans Snow Globe, elle sera protégée d'absolument de tout et qu'elle aura accès à absolument tout ce qu'elle a toujours voulu depuis toujours. Et puis voilà, et puis après du coup on rentre un peu dans les secrets de Snow Globe et de tout ce que les réalisateurs, ce que les acteurs peuvent cacher aux yeux de la population. Et donc c'était très chouette, mais je me suis pas forcément attachée à la protagoniste parce que je l'ai trouvée extrêmement froide, sans mauvais jeu de mots. Vraiment, on s'attache très peu à elle parce qu'elle fait des actions qui sont pas toujours très cool, elle se remet pas du tout en question. Elle veut juste atteindre son but et puis basta. Sa famille, elle l'oublie carrément, alors que elle a un frère qui compte sur elle, etc. Enfin, elle a toujours été proche de sa famille et puis du jour au lendemain, elle oublie tout, elle oublie d'où elle vient, elle accepte de faire des choses qui sont vraiment peu catholiques, on va dire.
Et ouais, donc elle est compliquée à aimer, c'est un personnage gris, mais très très gris. Mais sinon, enfin, j'ai trouvé l'intrigue très chouette, ça se lit tout seul, et je pense que pour ceux qui ont aimé toute la période dystopique des années 2010, etc., pourront vachement se retrouver dans cette histoire. Donc si vous aimez, après on sent, même s'il y a des moments qui sont un peu plus violents que d'autres, on sent que ça reste du young adulte. Donc il faut l'avoir en tête avant de se lancer, hein. Vraiment c'est pas de l'adulte. Mais je suis contente d'avoir découvert cette partie, enfin cette histoire. Après je suis pas sûre encore une fois de me lancer dans la suite parce que c'était chouette, mais sans plus. J'en attendais peut-être trop. Ensuite j'ai lu une autre nouvelle, donc une nouvelle de Brandon Sanderson bien sûr. Donc en anglais c'est Shadows for Silence in the Forest of Hell. C'est une nouvelle qui fait partie, alors attendez, je crois que je peux le trouver là. C'est une nouvelle qui fait partie du recueil de nouvelles 6e du Crépuscule de Brandon Sanderson, des ombres pour silence dans les forêts de l'enfer. Voilà, exactement. Alors, il n'y a pas de rapport en particulier, je pense, avec d'autres univers. Je suis allée voir également sur le site, il y a un site du Gossamer en français qui répertorie toutes les parutions de Brandon Sanderson et qui, comme c'est compliqué avec tout l'univers du Cosmere, qui montre à quel autre univers peut s'apparenter tel ou tel récit. Là pour celui-ci, il n'y avait pas de lien en particulier, donc j'imagine qu'il n'y en a pas, c'est juste comme il aime bien créer plein de pans dans un même univers, voilà. Mais ça se lit tout seul, ça fait je crois un peu plus ou un peu moins de 100 pages. Et en fait on va tout simplement suivre une mère et sa fille qui vivent dans une forêt, enfin qui vivent dans une auberge, dans une forêt qui est pas super bien cotée, puisqu'il s'y passe des choses très étranges. Il y a des sortes de monstres qui peuvent s'attaquer à vous dès le moment où vous marchez trop vite, où vous faites des gestes trop brusques, ou alors des moments où ils sentent le sang. Du coup si vous, même une simple égratignure, à tout moment vous pouvez vous faire bouffer par les ombres carrément. Et du coup nous on va suivre du coup cette mère qui essaie de faire en sorte que sa famille puisse rester là où elle est et qu'elle les protège absolument de tout. Il y a une personne qui est recherchée parce qu'elle s'attaque à d'autres personnes. Et en fait, il y en a plusieurs qui sont à sa recherche. Et en fait, du coup, les personnes qui retrouveront celle qui est recherchée, du coup, gagneront un sacré pactole. Et du coup, la mère également va se lancer à la poursuite de cette personne pour pouvoir mettre ses enfants à l'abri. Et ça a été, en fait, c'était sympathique. Genre ça se lit vraiment tout seul. J'ai beaucoup aimé la relation entre la mère et sa grande fille. Et la plus grande des deux sœurs, que j'ai trouvé très 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 fusionnelle malgré les quelques pages qu'on a pu voir. Et encore une fois toutes les étrangetés autour de ces ombres qui nous tiennent en haleine, parce qu'en fait ce que j'ai aimé particulièrement dans ce récit, c'est vraiment l'ambiance qui est hyper glauque, hyper oppressante, parce qu'en fait vous savez, c'est comme le film où il faut pas faire un bruit, sinon à tout moment vous vous faites tuer. Mais c'est un film d'horreur, mais je sais plus comment ça s'appelle. Je crois que c'est un film d'horreur, mais du coup j'aurais jamais vu ça. Mais ça c'est un peu le même genre, parce que en fait des moments où vous faites un pas et où vous marchez sur des choses qui font que les ombres vous entendent, à tout moment vous pouvez vous faire buter. Donc c'est vraiment très angoissant comme comme ambiance, mais du coup il l'a très bien fait. Et encore une fois c'est en 100 pages, donc faut être très doué pour faire ce genre de scénario, et il le fait avec merveille. Donc je ne peux que vous le conseiller. C'est à lire n'importe quand du coup. Et puis moi de toute façon 6e du Crépuscule, c'est un recueil de nouvelles que je voulais absolument lire cette année. Du coup je l'avance au fur et à mesure, parce qu'il y en a où je dois attendre d'avoir lu certaines sagas de Sanderson avant de les continuer. Mais c'était très sympa, voilà. Ensuite, j'ai lu une autre nouvelle, donc je l'ai lu en anglais, The Dead Cat Tale Assassins de P.J.D. Clark. Donc c'est un auteur que j'ai enfin découvert. Je voulais le découvrir depuis très très longtemps, parce qu'il a écrit beaucoup de nouvelles. Il a écrit un roman, donc
Sur les jeans, je ne sais plus le nom, avec deux novellas qui sont également dans le même univers, donc j'ai pas encore découvert, mais que j'aimerais découvrir. Ring Shout, qui se passe aussi par rapport au Ku Klux Klan aux États-Unis. Donc bref, il a écrit pas mal de choses et du coup, et j'en entends que du bien depuis toujours. Il a également gagné beaucoup de prix en fantasy. Donc bon, voilà, bref, c'est un auteur que je voulais absolument découvrir. Et ça, c'était du coup The Dead Cat Tail Assassins. Je vais pas trop vous en parler parce que en fait ça fait l'objet d'une vidéo qui sortira dans je ne sais pas combien de temps puisqu'il faut que j'avance, mais il faisait partie des livres que je devais absolument découvrir cette année pour une sélection en particulier. Et ça a été une très chouette lecture. Je m'attendais pas en fait à ce qu'il y ait autant d'humour. Je sais pas, je m'attendais pas à ça. Et j'ai été vraiment très surprise, mais en bien. Les protagonistes, enfin la protagoniste, j'avais un peu de mal au tout début. Et puis finalement, on s'attache de plus en plus à elle parce qu'il y a justement il y a ce cynisme et cet humour qui est présent tout du long, avec un humour noir. Mais vraiment, si vous aimez ça, je pense que vous allez adorer celui-ci. Et en gros, on va suivre du coup, comment elle s'appelle ? Evin, du coup, qui fait partie d'une guilde d'assassins dans une ville voilà, qui est fermée, etc. Du coup, je disais, elle fait partie d'une guilde qui s'appelle donc les The Dead Cat Tail Assassins. Et en fait, la particularité de cette guilde, c'est que ce sont des gens qui sont morts, qui font partie de cette guilde, donc qui ont été humains une fois, mais pour pouvoir rentrer dans cette guilde, en fait il y a un système, je sais pas comment ça se passe exactement, on ne nous en parle pas tellement, qui fait que en fait ils doivent mourir et ensuite ressusciter et rentrer dans cette guilde. Du coup nous on suit Evin, mais qui a tout en apparence d'un être humain, donc elle a beaucoup de cynisme comme je vous le disais, et en fait on va lui attribuer une nouvelle mission. Elle va devoir tuer une jeune femme, et en fait arrivée sur place, du coup cette jeune femme c'est déjà fait, en fait elle est l'otage de quelqu'un, de personnes en particulier, bon Evin ne sait pas qui, et en fait quand elle va la voir, elle va être persuadée de l'avoir déjà connue, et de l'avoir connue, mais elle ne sait pas d'où, elle ne sait pas comment, et du coup en fait elle va outrepasser la plus importante des règles, elle ne va pas suivre sa mission, et elle va décider de l'épargner et de la sauver de ses persécuteurs. Et en fait on va se rendre compte qu'il y a des choses qui sont bien plus grandes, enfin elle va se rendre compte que des choses sont bien plus grandes que ce qu'elle pensait. Il va y avoir des questionnements par rapport à l'avenir, par rapport à son passé, par rapport à son présent. Elles vont être poursuivies par énormément de gens de cette guilde d'assassins, puisque en fait si tu ne réalises pas ta mission, les gens qui font partie de ta guilde se mettent à ta poursuite et font tout pour te tuer, parce que soit tu réalises ta mission, soit tu meurs. Voilà, en gros elle a pas beaucoup d'options, mais elle va tout faire également pour comprendre qui est cette personne, qui est cette jeune fille, et pourquoi elle veut absolument la sauver, parce qu'elle ne comprend pas, même elle-même elle n'arrive pas à comprendre ses actions. Et en fait on va commencer à en comprendre plus au fur et à mesure de l'avancée de l'histoire, mais ça se lit vraiment tout seul. Il y a 50 premières pages où c'est un peu compliqué parce que c'est du vocabulaire de fantasy adulte, donc d'un monde inventé, etc. Mais plus on avance, plus c'est toujours le même genre de vocabulaire qui revient, donc à un moment donné ça se lit tout seul, et puis vous commencez à prendre l'habitude. Et franchement moi c'est l'une des rares nouvelles où je me suis dit à la fin, c'est bien, il m'en fallait pas forcément plus, même si je serais contente d'avoir autre chose dans le même univers, parce que je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses qui nous sont cachées, et que PG Descartes peut créer des choses absolument immenses dans tout ça. Mais j'ai pas eu ce sentiment de trop peu, et c'est rare dans une nouvelle pour le souligner. Donc voilà, je ne peux que vous conseiller cette nouvelle-là, vraiment, si vous voulez découvrir cet auteur, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée. Même si encore une fois je vous l'ai dit, j'ai pas encore découvert ces autres livres, et si vous voulez, du coup celle-ci n'est pas encore traduite pour le moment, mais je pense que elle va pas tarder, parce que du coup presque tous les autres livres je sais pas exactement, de P.J. Clarke sont publiés chez La Talente, les éditions La Talente. Donc voilà pour les nouvelles. Ensuite j'ai lu un one shot, donc qui est en français Le premier meurtre sur Mars de Sam Wilson, donc qui était un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Brajlon, qui a été une trop bonne surprise. C'est de la SF adulte, avec un mélange entre SF et pas thriller, parce que c'est
c'est un peu trop, mais avec une grosse part d'enquête, et j'ai absolument adoré. Pareil, il y a plusieurs temporalités, on suit des personnages dans le passé et des personnages dans le présent, et en gros on va suivre ce qui s'est passé avant le premier meurtre sur Mars, et c'est ensuite ce qui s'est passé, les conséquences qu'a eu ce premier meurtre sur Mars par rapport sur le reste de la planète. Et du coup on va suivre la fille de celui qui a posé le premier pas sur la planète Mars, et du coup qui a créé une entreprise absolument oufissime qui contrôle absolument tout sur Mars, parce que Mars du coup maintenant est devenu habitable, bon avec des difficultés forcément par rapport à la Terre, et il y a énormément de terriens qui sont venus s'installer sur Mars, du coup grâce également à cette entreprise qui a fait évoluer beaucoup de choses sur la planète Mars. Et du coup nous on va suivre la fille de cet entrepreneur, qui va être mis sous les yeux des caméras sans cesse, parce que ce seront les premiers enfants à être nés sur la planète Mars. Du coup ça va être les chouchous un peu de la planète Terre, qui va les suivre continuellement via des caméras. Et donc on la suit toute petite, évoluer également dans tout ça avec c'est compliqué parce que elle, son but en gros c'est de faire des vues, et ses parents l'utilisent également pour ça, et pour augmenter la popularité de leur entreprise. Et du coup elle a un frère également avec qui elle s'entend très bien, qui lui va également, enfin on va également l'utiliser pour sa notoriété, et puis après on va les suivre, et il va y avoir ce fameux premier meurtre sur Mars, et nous on va également suivre des personnes qui n'ont rien à voir, qui n'ont de base rien à voir, des années après le meurtre sur Mars. Et en fait, on apprend, quand on est dans ce futur, ou dans le présent pour nous, on apprend que la fille, du coup, est devenue un peu une paria, et que prononcer son nom, c'est pas forcément une bonne chose. En fait, ça dépend, parce qu'il y en a qui étaient tous ceux en fait qui travaillent pour son père, on voit cette fille comme une terroriste en gros, et tous les gens grâce à qui ils ont pu avoir leur indépendance, parce qu'ensuite dans Mars il y a eu plein de peuples qui ont pris leur indépendance, et c'est également grâce à elle, parce qu'elle était pour cette indépendance, la voit comme leur héroïne. Mais bon, cette indépendance elle a eu lieu grâce à une violence inouïe, donc forcément il y a eu beaucoup de morts. Donc c'est pour ça qu'elle fait pas forcément l'unanimité partout. Et du coup nous on va en apprendre plus également sur il va y avoir une enquête sur ce premier meurtre sur Mars, et sur le pourquoi du comment, déjà qui est mort, et le pourquoi du comment ça s'est passé, et pourquoi cette jeune fille est devenue ce qu'elle est devenue. Donc voilà, c'est hyper haletant, on s'ennuie jamais, on découvre énormément de choses. À un moment donné dans la partie future, on va voyager sur Mars grâce à nos protagonistes, et c'est là où il y a la partie enquête qui est la plus présente, parce qu'en fait la personne veut comprendre ce qui s'est passé dans le passé. Et en fait on va découvrir différentes populations sur Mars, et j'ai trouvé ça hyper intéressant, parce que il y en a, t'as l'impression d'être dans une secte, ça n'a rien à voir avec ce qu'on connaît, et c'est étrange à découvrir, mais c'est hyper intéressant, parce que en fait on apprend des choses, et on se rend compte que c'est également des populations qui existent de nos jours. Donc ça peut être compliqué, mais ça nous sort de nos habitudes, et c'est pour ça que c'est un peu déstabilisant parfois. Mais ouais, j'ai vraiment beaucoup aimé, et encore une fois ça se lit tout seul. Il fait quoi, entre 400 et 500 pages, quelque chose comme ça, ouais, 512 pages exactement. Et vraiment je n'ai pas vu les pages défiler, je m'attendais pas à ça. Si vous voulez vous lancer dans la SF adulte, je pense que ça peut être une bonne porte d'entrée, parce que c'est pas compliqué. Il y a vraiment pas de termes scientifiques qui sont très compliqués, ou alors s'il y en a c'est expliqué. Donc non, franchement je ne peux que vous le recommander. J'ai mis je crois que j'ai mis 4,25 sur 5, parce que je saurais même pas trop vous dire pourquoi, mais j'ai pas ressenti ce coup de cœur qui fait que j'ai pas eu autant d'attachement au personnage que j'aurais espéré. Mais après, pour vous dire à quel point ça a été une très bonne lecture, c'est que parfois quand il y a plusieurs temporalités, il y en a une qu'on préfère par rapport à l'autre. Là j'avoue j'étais à fond dans les deux, parce que dans les deux temporalités je voulais absolument savoir ce qui allait se passer. Donc vraiment si vous voulez vous lancer dans la SF, lui ça peut être un très bon choix.
Voilà pour celui-ci. Ensuite, en restant en SF, j'ai découvert le premier tome de la saga Prima Spacia de Camboni et Filippi, donc aux éditions Vent d'Ouest, je sais plus, je crois. Donc ça a été une trop bonne découverte. C'est tout ce que j'aime en tant que graphisme, parce que déjà on est dans l'espace, tout se passe dans l'espace, enfin, toute l'histoire se passe dans l'espace. Donc on a des planches absolument sublimes. Et nous, alors si je me souviens bien, on va être sur une planète en fait où il y a une jeune fille qui va devoir partir, donc qui est loin de chez, elle est pas sur la même planète que ses parents, parce qu'elle est protégée, etc. Parce que il se passe des choses dans l'univers, ils veulent la protéger. Et en fait, cette planète va être attaquée et du coup elle va devoir partir avec son espèce de protectrice. Et en fait, donc il y a cette partie et elles vont s'infiltrer, on va dire, dans un vaisseau pour être protégées. Et du coup on va suivre tout l'équipage de ce vaisseau qui ne la connaît pas du tout. Et eux en fait leur but c'est de chasser des espèces de créatures dans l'espace pour gagner de l'argent et ensuite les revendre. Donc c'est un peu des chasseurs de primes. Et vraiment ça se lit tout seul, encore une fois. Les graphismes sont incroyables. J'ai rarement vu une BD enfin, aussi belle et j'ai trop hâte de découvrir le tome 2. Je me suis pas encore procurée. Et il y en a un dans la même collection, je sais plus le nom, qui m'a été conseillé par Cécilia de Jurassic Jones. Et vraiment, je sais que je me le procurerai parce qu'il y a que 2 tomes qui sont sortis pour le moment de Prima Spacia, mais il me semble qu'il y a le tome 3 qui va pas tarder à sortir. Et dans les autres, je ne sais plus le nom, je vous le mettrai ici si je le retrouve. Il y en a beaucoup plus, il y a beaucoup plus de tomes qui sont sortis parce qu'elle est sortie avant. Du coup, voilà, j'ai très hâte de continuer cette saga. Et ensuite, et pas des moindres, puisque j'ai eu la partie 2 du tome 1 des Archives de Rochard, donc La Voix des Rois de Brandon Sanderson, en LC avec Lauralie. On voulait avancer le plus rapidement possible dans cette saga, donc au moins c'est chose faite. Et je peux vous dire qu'on lira la suite très rapidement, puisqu'on a absolument adoré. C'est pour moi, enfin je peux parler je pense pour nous deux, ça a été un vrai coup de cœur cette partie 2, de retrouver Dalinar, Kaladin et Shallan. Vraiment on a absolument adoré. Je pensais pas que je pouvais m'attacher à des personnages aussi rapidement. Bon, aussi rapidement, même si les 2 parties font quand même plus de 800 pages. Donc bon, finalement, un tome de 1600 pages, c'est pas si rapide que ça. Mais ouais, il s'y passe... Vous savez, il n'y a pas énormément d'action, tous les chapitres, etc. Mais il n'y a pas besoin de ça. Quand il y a une histoire qui est très bonne, c'est les personnages qui sont le plus importants. Et là, il a réussi à créer des personnages, mais oufissime. Je suis fan comme je l'ai rarement été de Dalinar et de Kaladin. Ils sont tellement purs, ils ont tellement à cœur de bien faire les choses. Ils mettent leur propre vie en danger, enfin tout le temps, juste pour pouvoir protéger leurs proches. Enfin vraiment, ils ont des valeurs absolument incroyables. Vraiment, il n'y a rien à redire sur eux. J'arrive pas à comprendre que des personnages comme ça puissent exister dans un monde aussi brut, aussi dur, et qui puissent rester aussi purs comme je vous l'ai dit. Enfin je suis vraiment très fan. En plus on en apprend de plus en plus sur la magie, sur l'univers en soi, parce que forcément dans la partie 1 c'était vraiment une toute petite partie de l'univers qu'on avait découvert. Là on rentre plus dans le côté magique, dans le côté histoire avec un grand H, grâce à Shallan, parce qu'elle étudie toute l'histoire, elle étudie toute la magie aux côtés de sa tutrice. Donc c'est génial parce que en fait on rentre dans tout ça comme si on apprenait en fait à ses côtés, et on apprend au fur et à mesure avec elle. Donc je trouve ça super. Grâce à Kaladin, on en apprend plus sur les équipes de pont, sur également toute la magie, parce que en fait il y a une magie qui se développe de plus en plus autour de lui. Donc vraiment, enfin c'est tellement on veut tout le temps en apprendre plus, et du coup ça passe à une vitesse mais folle. Quand je vous dis les 800 pages là, on les a pas du tout vu passer, ça se bouffe. Moi je l'ai lu en une semaine. C'est absolument génial. Dalinar, lui, donc du coup grâce à lui on voit toute la partie un peu plus armée, toute l'armée de ce royaume en mouvement, et également tous les complots politiques. Du coup en fait grâce à ces 3 personnages on arrive à voir plusieurs pans de cet univers, et je trouve ça
mais génial, c'est incroyablement bien fait. Il y a d'autres personnages également qui gravitent autour d'eux, qui sont très intrigants, donc j'ai hâte d'en apprendre plus également sur eux. Enfin, j'ai rien à dire en fait, c'est absolument génial. On sent que c'est que le début et que l'auteur nous a prévu énormément de choses. Encore une fois, vous savez, il nous reste là, c'est que les deux parties du premier tome. Donc on a ça encore pour le tome 2, 3, 4 et il y a le 5, j'espère peut-être qu'on aura une traduction cette année. Mais je suis trop contente. À chaque fois, je ne peux que vous le dire, mais découvrez Sanderson. Alors, je vous conseille quand même de lire les grosses sagas, enfin ces livres avant, par exemple tout ce qui est Fils des Brumes, la première trilogie, Warbreaker et Elantris, avant de vous lancer quand même dans les archives de Rorschach, parce que je pense qu'on aura, grâce à ça, vous aurez plus vous comprendrez mieux déjà l'univers en soi, comment il a été créé, et s'il y a des insights par-ci par-là, vous les comprendrez également mieux, parce que forcément du coup dans les archives de Rorschach, on parle de choses qui sont passées dans le Fils des Brumes, etc. Donc bon, ce sera plus simple également, et je trouve ça toujours plus chouette. C'est comme si vous vous lanciez dans toute la saga des Marvel. Vous savez, il y a des petites choses qui sont disséminées absolument un peu partout. Et donc, si vous les avez regardées dans l'ordre, on va dire, dans lequel il faut les regarder, vous comprendrez mieux tout. Là, c'est pareil pour le Cosmere. Donc voilà, je suis extrêmement contente. J'ai trop hâte qu'on avance là-dedans. Et je suis contente de me dire que j'ai encore tellement de choses à découvrir. Sachant que j'ai vu des avis aussi bien incroyables, aussi bien mitigés, voire déçus pour le dernier tome de cette première partie des archives de Rorschach, parce qu'il y a une deuxième partie qui arrivera, mais genre en 2030, quelque chose comme ça, donc on a encore le temps. Mais ouais, foncez découvrir cette saga, j'ai trop hâte de continuer, voilà. Je peux pas vous en dire plus, mais je pense que c'est déjà bien assez. Et enfin, le dernier livre, je suis désolée, cette vidéo aurait été très longue, mais comme 8 livres forcément, plus la partie stats, il va falloir que j'apprenne la partie stats un peu à rapetisser tout ça pour que ce soit plus digeste, on va dire. Mais du coup, j'ai lu un premier tome de saga qui est Excalibur, de Gabriel Katz aux éditions Scrinéo. Donc c'est une réécriture de la légende arthurienne, mais qui est très originale, parce que les réécritures de la légende arthurienne, on a commencé à en voir beaucoup ces dernières années. Du coup j'avais peur que ce soit pas très original, puis finalement ça se lit tout seul, et l'écriture de Gabriel Katz fait que c'est vraiment, ça reste original, parce qu'il y a énormément d'humour. Alors ça peut être un peu un humour lourd, mais ça va bien avec la période dans laquelle ça se passe. Je trouve que finalement ça va bien avec les personnages également, donc ça se lit tout seul. Je peux que vous le conseiller, parce qu'en gros on va suivre les personnages de Merlin, je sais plus, ils sont pas appelés comme ça, mais les personnages de Merlin et de je ne sais plus comment ils s'appellent. Ils vont vouloir créer ce fameux mythe de l'épée, donc on sort de la roche, mais en fait ils vont vouloir créer un faux roi qui s'appelle Kay, qui vont sortir sortir de sa famille, parce qu'en fait c'est quelqu'un qui a un cœur pur, mais qui n'est pas très fort dans la guerre, et du coup il pense que c'est un parti absolument parfait, et donc du coup il va y avoir toute une machination qui va faire en sorte que en fait ça va être à Kay de soulever cette fameuse épée, et qui va faire de lui le roi. Sauf que ça va pas forcément se passer comme c'était prévu, et encore une fois c'est une machination, hein, donc du coup ce sera vraiment un coup monté, où il y a un système qui fait que quand ce sera à Kay de tirer, là ce sera possible de tirer, alors que quand ce sera d'autres personnes qui le feront, là ce sera impossible. C'est vraiment des procédés techniques, il n'y a rien de magique dans tout ça, et c'est ce qui est drôle. Et sauf que en fait c'était sans compter l'arrivée du beau-frère de Kay, qui est bien sûr Arthur, qui va faire tout capoter, et du coup ça va partir n'importe comment. Les chevaliers de la table ronde sont vraiment très drôles à suivre également, et puis les personnages sont vraiment très attachants, à part Arthur, qui est détestable comme jamais vous n'aurez détesté un personnage. Ce mec est horrible, mais c'est fait exprès, hein, il n'est pas là pour qu'on l'aime. Ça se lit encore une fois tout seul. C'est le premier tome d'une duologie, il me semble. Le tome 2 est déjà sorti, donc si vous voulez lire la saga complète, elle est déjà disponible, et j'ai très hâte de me procurer le tome 2 pour savoir un peu vers où on va aller, et ce qu'ils vont faire
d'Arthur parce que vraiment je ne sais pas comment ça va se terminer. Puis je suis contente d'avoir enfin découvert Gabriel Katz parce que j'en entends parler depuis très très longtemps. C'est un auteur de fantasy francophone, donc je suis d'autant plus contente de m'être lancée dans cette saga. Et puis voilà, je peux que vous le conseiller si vous aimez tout ce qui est un peu grotesque, la fantasy fantastique un peu grotesque, parce que ça reste grotesque, parce qu'il y a énormément d'humour. Mais encore une fois, si vous aimez tout ce qui touche aux légendes arthuriennes, je pense que ça pourrait vraiment beaucoup vous plaire. Donc voilà pour cette vidéo et pour tous les livres que j'ai lus pendant ce mois de janvier. J'ai lu moins en février, donc la vidéo sera plus courte, ne vous inquiétez pas. Mais n'hésitez pas à me dire si dans tous les livres que je vous ai présentés, il y en a qui vous font envie, si vous en avez déjà lu, quelle a été également votre meilleure lecture du mois de janvier. Donc n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire. Et si vous ne savez pas quoi mettre et si vous ne voulez pas forcément commenter quelque chose, n'hésitez pas à mettre un emoji avec une épée dans les commentaires par rapport à Excalibur. Voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Donc voilà, moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.